Table ronde sur la question des mutations de l'écrit du document à l'époque du digital et de la documentologie. Quelqu'un veut-il prendre la parole pour embrayer sur ce thème? Deux choses, effectivement, c'est la question de l'écrit aujourd'hui, ce qui a déjà été un peu traduite au cours des 2 jours, notamment par Franck avec l'expression écrit d'écran, mais je ne suis pas sûr que ça leur signifie grand-chose, écrit d'écran. C'est simplement l'idée, en tout cas, qu'il reste de l'écrit, non plus sur des dispositifs imprimés, mais qu'il y en a encore énormément, à la fois en pratique de lecture et en pratique d'écriture, sur les écrans que vous connaissez bien, et que cette thématique d'écrit d'écran vient plutôt, en tout cas, des sciences de l'information et de la communication, et de 2 auteurs qui sont Emmanuel Souchet et Liu Janrai, pour le faire de manière un peu professorale. L'autre point, c'est le terme documentologie. Qu'est-ce qu'on entend par là? Documentologie, ça signifie étude scientifique du document. Ce qui marque une légère différence avec le terme de documentation qui est plutôt employé en tant que profession, la documentation, où est le fait de simplement rechercher de l'information. Donc la documentologie est plutôt une étude scientifique des pratiques documentaires, des typologies documentaires. Et cette question, évidemment, de la documentologie se repose à la fois aujourd'hui, mais également dans les temps précédents, ce qui explique aussi pourquoi le terme de documentologie, en tout cas, apparaît vraiment la première fois en 1934 avec Paul Hotelet, dans le traité de documentation, qui définit de manière à peu près synonyme entre documentologie et biologie comme une étude scientifique du ou des documents. Par la suite, le terme de documentologie va être employé par un auteur qui est aujourd'hui passé sous silence, mais vous avez bien compris que de toute façon qu'un de nos objectifs ici, c'est de revenir sur des auteurs un peu oubliés. Et un autre auteur qui a été oublié, mais qui n'est pas du tout bordelais, c'est Robert Pagès, qui est plutôt dans la psychologie sociale, mais qui va être un des premiers à théoriser véritablement une science du document. Dans un texte notamment de 1948, ça on y reviendra à mon avis dans les mois ou les années qui viennent. La documentologie, chez Pagès, ça va plus loin encore, en tout cas ça définit plus loin encore que Hotelet, qui voyait quand même une extension documentaire très large au-delà de l'imprimé. Et dans le terme documentologie, chez Pagès, c'est déjà l'idée qu'un animal peut être un document, c'est-à-dire un gorille dans une cage est un document. Ce que vous connaissez peut-être sur la théorie de Suzanne Brienne qui viendra après, sur l'histoire de l'antilope dans un zoo qui est un document. D'ailleurs, le symbole du master qui est une antilope, historiquement en fait, il faudrait presque mettre un gorille. Parce qu'en fait, c'est Robert Pagès qui définit le concept d'autodocument avant Suzanne Brienne. Ensuite, documentologie, on aboutit à Estivals et Robert Meria qui vont essayer en tout cas d'aboutir à une définition scientifique du document, détacher quelque peu des objectifs professionnels qui sont ceux de la documentation. Et cette documentologie, en tout cas, est partie prenante des sciences de l'information et de la communication. Et ce qui a déjà été dit, notamment par Nicolas Robin, c'est quand même des positions assez fortes dans les moments de fondation des sciences de l'information et de la communication. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, si on n'a pas le terme documentologie, c'est quoi aujourd'hui un document dans nos environnements digitaux, sous quelle forme ça prend, et ce qui devient un peu plus compliqué, ce qui est à mon avis une question essentielle qui a tendance à mettre de côté d'autres travaux que vous rencontrerez, notamment ceux du consortium PEDOC, qui avait tenté de se poser la question, c'est quoi un document numérique? Cette question-là commence à dater déjà il y a 10 ans. En fait. La question, on se l'est posée il y a 10 ans, il faudrait presque recommencer. Pourquoi? Parce que ça a tellement évolué que les définitions données par l'époque sont, à mon avis, aujourd'hui douteuses. C'est-à-dire, en gros, une des définitions principales, c'est que le document, qu'il soit analogique ou numérique, c'est un contrat de lecture. Et un contrat de lecture plutôt entre des hommes. Et moi, je vais plutôt soulever cette question-là. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'un document n'est pas nécessairement un contrat de lecture entre des hommes. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a des documents qui sont générés automatiquement par des processus qu'on va appeler machiniques, et que ces mêmes documents, parfois, peuvent être interprétés, en tout cas analysés, par d'autres machines. Donc le côté, un document, est-ce que c'est simplement un contrat entre des hommes? J'en suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la documentologie qui va se poser, c'est non seulement l'étude des pratiques documentaires qui évoluent au fil du temps, non seulement la typologie des documents, mais peut-être finalement la typologie des nouveaux acteurs ou actantes, ce que disait Franck tout à l'heure avec la sociologie de la traduction, mais ça,
Franck vous a donné beaucoup de références, vous avez compris que vous allez avoir 1 an ou 2 ans pour tout voir ça. Et donc là, la question elle est là, à mon avis, si aujourd'hui finalement, qui sont réellement les producteurs de documents? Qui sont les interprètes du document? Est-ce que ce sont des hommes ou des machines, ou est-ce qu'on n'a pas des mécanismes un peu hybrides là-dedans? Parce que l'autre question aussi, c'est que très souvent on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on oublie à l'inverse qu'il y a énormément de petites mains qui font tout un tas de travaux sans quoi il n'y aurait pas de deep learning ou d'intelligence artificielle, même si le terme est à mon sens galvaudé. Voilà. Pour introduire ce débat, je ne sais pas qui veut réagir par rapport à ces premières réflexions. Alors je me lance donc, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, donc je suis Grégory Miura, le directeur des bibliothèques de l'Université Bordeaux-Montaigne. Par rapport à cette réflexion du prisme que permet Escarpit sur notre relation aux documents et par rapport à ce que vient de dire Olivier, parce que c'est très important, que son œuvre permet de mettre à jour un ordre documentaire, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté un document intangible, un tout fini, où l'œuvre est une espèce de sorte d'élément fini un peu éthéré qui serait face à une masse d'utilisateurs, puis il y aurait des liens évidents qui feraient venir les lecteurs, les gens qui consultent, qui utilisent vers le document, mais que dans une approche communicationnelle, le document, il a une manière dont il a été construit, dont il a été conçu, une manière dont il est transmis, et ensuite qu'on peut mettre en œuvre un ou des dispositifs d'appropriation, de consultation, et que donc on n'est plus, ou on ne l'a peut-être jamais été d'ailleurs, dans une relation directe entre l'auteur et le lecteur, mais qu'il y a un certain nombre d'opérateurs entre les deux, et que ce que tu viens de dire, entre le fait que finalement les petites mains et puis la part entre la création volontaire et les retraitements de la machine qui se trouvent entre le lecteur et l'auteur, font partie de cet ensemble, et que finalement le document, il n'appartient pas à mon sens aux bibliothécaires de dire ce qui est ou ce qui n'est pas document, de ce qu'il est entendable de consulter ou ce qui est périphérique. C'est plutôt que dans ce système-là, on doit être en constante adaptation face à des modes de production qu'on ne peut plus prévoir. Et que le document, il s'entend de plus en plus par rapport à nos moyens de le rechercher. Et donc, on renverse les choses, c'est-à-dire que souvent, et l'histoire du livre à la française a été un pas important pour ça, c'est-à-dire qu'on a quitté à un moment donné la seule histoire littéraire pour la compléter avec l'histoire du livre, parce qu'on s'est rendu compte qu'une œuvre, elle était conditionnée par la façon dont elle avait été fabriquée. Et que la façon dont un livre a été construit, fabriqué et diffusé a une influence sur la manière dont il est reçu, la manière dont il est diffusé. Avec le numérique et ce vers quoi nous entraîne Escarpit dans une forme appliquée finalement de l'histoire du livre à la française, c'est que dans ce système, la manière de le rechercher, de s'approprier, la place aux côtés finalement du texte, d'un élément qui est revenu dans les exposés d'aujourd'hui et d'hier, du chiffre, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour constituer un document, on n'utilise pas seulement des alphabets, c'est-à-dire que d'un point de vue français, j'ai envie de dire que l'alphabet est constitué des 26 lettres et des 10 chiffres. Et aujourd'hui, si un jour, à l'école maternelle, quand on apprendra l'alphabet aux enfants, ils commenceront à 0 et ils finiront à Z, ou ils commenceront à A et ils finiront à 9, c'est selon, mais que de plus en plus, on est conditionné par la manière dont on peut rechercher, et que parfois, un nouveau mode de recherche va induire la création de documents qui n'existaient pas forcément, de recoupements qui n'étaient pas rendus possibles. Donc ça peut être porteur d'avancées pour la science, de nouvelles opportunités, mais on le voit bien, ça peut aussi être porteur de manipulation, d'appropriation, de travail caché, de dévoiement du document. Donc, quelque part, le bibliothécaire qui se trouve au milieu entre celui qui a besoin du document ou qui le rencontre par hasard, parce que le chemin qu'on emprunte vers un document n'est pas forcément un chemin conscient dès le départ, et le créateur
qu'il soit aidé ou pas de la machine, ou qu'il soit retraité à son insu par la machine, ça va être du coup d'être dans cet interstice entre des ensembles qu'on maîtrise plus. La figure du lecteur et la figure de l'auteur deviennent des figures en expansion constante, avec une part de retraitement qui va faire que les documents se reconfigurent en permanence. Et ça n'arrête pas. Pour donner un exemple, là, depuis quelques années, le nouvel enjeu à l'université, c'est que jusqu'à présent, on traitait des objets édités. Donc dans les bibliothèques, on acquiert des livres, on s'y abonne sous forme numérique, donc on diversifie l'offre. Et puis, compétition de la recherche aidant, on s'est lancé dans la diffusion des publications scientifiques de nos propres chercheurs. Donc le bibliothécaire devient un auxiliaire de diffusion du produit fini des chercheurs de sa communauté. Et la nouvelle frontière du document aujourd'hui, c'est de travailler maintenant non plus sur le produit fini de la recherche, mais sur le matériau même de cette recherche en train de se faire. Tout ce que vous allez entendre sur les données de la recherche. Alors, les données de la recherche, quand on a commencé à lancer ces expressions, la difficulté, c'est de se représenter les choses. Parce que entre les données de la recherche, par exemple de Philippe Baudor, qui est à ma droite, ou de Franck Cormeret, qu'on a entendu, ou d'Olivier Ledeuf, on va se rendre compte qu'elles prennent des formes extrêmement variées. On peut toutes les appeler des données de la recherche. Elles ont des points communs conceptuels ou méthodologiques, mais des formes, des contraintes d'exploitation, des manières d'être renouvelées, d'être appropriées, d'être interrogées qui vont varier. Donc ça reste, pendant longtemps, des objets, ça a été pendant quelques années, des objets polymorphes extrêmement difficiles à définir et à percevoir. Globalement, on s'en sort en disant oui, c'est un peu toutes les bases de données de nos chercheurs. En disant ça, on a tout et rien dit. Depuis quelques semaines maintenant, Google vient de lancer son moteur de recherche de sets de données. Je vous fais le pari que parce que c'est Google qui s'en charge, vous allez voir des objets constitués comme des sets de données pour pouvoir apparaître dans le moteur de recherche de Google, qui vont émerger et que Google va même peut-être induire, volontairement on peut le penser, mais aussi involontairement à la marge, une structuration des données de la recherche, à l'insu peut-être même des chercheurs eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, si l'aventure de ce moteur de recherche fonctionne et qu'elle trouve un écho, ou qu'elle sert de produit d'appel pour Google, parce que Google, il n'a pas besoin qu'un service marche. Des fois, c'est un produit d'appel pour vous vendre, pour vous attirer sur autre chose. Il n'y a qu'à voir l'évolution de la page de résultats de Google depuis une dizaine d'années pour s'en rendre compte. Et donc, on va se voir se constituer d'un seul coup, parce qu'un outil de recherche a émergé, qu'il a une force commerciale, une image publique, une capacité à mobiliser de la normalisation propriétaire ou ouverte, de nouveaux objets de données vont émerger, et qu'à un moment donné, pour prendre le cas de nos chercheurs français, on sait qu'ils doivent formaliser leurs données pour répondre à des appels à projets européens ou nationaux. Et il y a un risque que si l'aventure Google fonctionne, qu'un jour l'Union européenne nous donne carrément le cahier des charges des sets de données de Google pour que dans chaque université, dans chaque discipline, on ne soit plus simplement sur de la création, de structuration d'objets documentaires type données de la recherche volontaire conçus à partir des problématiques de sa discipline en suivant une méthodologie ouverte, mais qu'on se rende compte qu'on reproduise à l'envi l'environnement documentaire imposé par l'outil de recherche. Et si on regarde un petit peu depuis 20 ans l'évolution des interfaces de recherche, la manière dont on va à l'information, dont on la récupère et on la retraite, on se rend compte de cette explosion du cadre documentaire qui était jusque-là relativement maîtrisé, qui permettait aux archivistes, aux bibliothécaires et aux collègues des musées d'avoir une sorte de monopole sur l'interfaçage du document vers l'usager ou le chercheur, qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation un peu particulière où on est bien toujours dans un système, mais un système qui est un peu comme un élément, comme une galaxie, vous savez, en expansion constante. Et c'est pour ça que je pensais à la matinée d'hier,
le bibliothécaire, et comme on a parlé de Christin à de nombreuses reprises, le bibliothécaire aujourd'hui, c'est un peu l'agent spatio-temporel, c'est-à-dire c'est un agent, c'est-à-dire qu'il est là pour une mission à accomplir entre l'auteur et le chercheur, entre l'auteur et l'étudiant, entre l'auteur et le citoyen, mais il doit se déplacer de manière la plus mobile possible dans l'espace et dans le temps d'un environnement documentaire qui est contraint par des forces d'expansion de plus en plus étendues. Et on va se rendre compte progressivement que du coup l'avenir du bibliothécaire est plus, d'un point de vue théorique, à l'intérieur de la bibliothèque qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de réalité augmentée. La réalité augmentée de la bibliothèque, pour moi, quelque part, c'est un peu le devenir du bibliothécaire. La bibliothèque augmentée, c'est quelque part le professionnel qui doit pouvoir se projeter dans des espaces documentaires en expansion constante, contraint par ce choc entre créer et rechercher. Par rapport à ça, effectivement, on voit très bien qu'on pourrait peut-être parler de smart bibliothèque, du coup. Et effectivement, on se rend bien compte que même dans des... pas forcément dans le cadre de la documentation des bibliothèques, etc., mais même dans le cadre d'écriture plus simple, même au niveau des articles, même au niveau de ce qu'on écrit, même pour le web, hein, même sur des choses beaucoup plus triviales, on est déjà obligé effectivement d'avoir un style d'écriture complètement différent, en tout cas d'adapter son style d'écriture au résultat final du document qui va être publié, qui va être donné au public à lire. Tout simplement, rien qu'à travers les métadonnées, par exemple, c'est à nous maintenant aussi de rajouter nos propres métadonnées pour que ce soit facilement indexable, facilement retrouvable, etc. Rien que dans nos propres environnements numériques, hein, c'est-à-dire même sur son ordinateur pour que ça fonctionne, il faut qu'on pense à ça. On peut aussi se poser la question, peut-être, ça c'est une réflexion qu'on peut avoir, et il y a une tension hein, qui est autour de ça, ces métadonnées pour le document, est-ce qu'elles sont faites manuellement, ça prend du temps, est-ce qu'on est légitime pour le faire, qui est légitime pour le faire, ou est-ce qu'on laisse la machine à travers des dispositifs particuliers. Alors moi je pense notamment aux outils du web de données, parce que j'ai bossé un peu là-dessus, mais il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce qu'on laisse la machine travailler toute seule, l'intelligence artificielle également? Qu'est-ce que ça sous-entend? Effectivement, on l'a dit tout à l'heure avec les algorithmes, l'algorithme c'est pas quelqu'un, hein, ça ne joue pas tout seul, c'est la personne qui a créé l'algorithme qui finalement donne un certain chemin à l'information qui va en sortir. Donc pareil, si on automatise tout ça, pareil, quelle légitimité? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on ne trace pas un chemin déjà préconçu, une espèce de prédécoupage? Voilà. Donc ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles on va devoir également réfléchir sur le passage du document dans notre environnement ultra numérique, maintenant smart numérique. J'aime bien le côté smart. Moi, ce sur quoi je voulais peut-être intervenir, je me suis posé la question pour cette table ronde. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer donc, si on devait faire une théorie, ou en tout cas créer un objet documentaire qui serait stable, ou en tout cas qui reste stable pendant un certain temps, comme ça a été finalement pour le livre pendant un certain moment. On le voit sur l'évolution du livre classique, un papier, je parle, il y a eu des longues périodes d'invention finalement d'outils. D'outils de recherche, on a inventé, déjà la forme a changé, effectivement, ça on ne va pas revenir dessus, mais il y a également des outils qui sont apparus, table des matières, index, et puis plein de choses annexes. On a commencé un peu à voir arriver ça avec le numérique. Bon, on a singé, on a imité le livre papier pendant des années sur le numérique, ça continue toujours, je pense, même si on a des choses qui viennent. Alors le numérique, effectivement, on peut penser qu'il est intéressant parce qu'on peut faire du multimédia, il est intéressant parce qu'on peut avoir accès à un corpus quasiment infini en allant chercher sur le web. On peut imaginer, on en a parlé pas mal, des théories littéraires de liaison, intertextualité, transtextualité, etc. On a les liaisons intertextuelles, mécaniques, enfin de la machine, qui peuvent peut-être nous aider à recréer ces liaisons. Et on a aussi la puissance de calcul, la modélisation, et puis également métadonnées, etc., qui va permettre peut-être de reconstruire des documents, de faire comprendre à la machine qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des documents. J'arrive à ce que je veux dire.
il serait peut-être intéressant de se reposer la question, d'essayer de donner une forme stable. Qu'est-ce qu'un livre numérique ou qu'est-ce qu'un document numérique? En se posant la question non pas quelle forme il prend, mais quels outils on peut mettre en œuvre avec ce qu'on a actuellement pour pouvoir créer quelque chose d'un petit peu stable qui reste un certain nombre d'années en tout cas, en proposant, voilà, en disant désormais, alors je prends le livre numérique, ça me paraît plus clos comme définition, mais un livre numérique maintenant c'est ça, parce que là il n'y a pas de définition, le PDF c'est un livre numérique, du texte en ligne avec des choses annexes, on peut cliquer sur les définitions, c'est un livre numérique, enfin voilà, c'est très compliqué, donc est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à des outils qu'on mette en avant, qu'on utilise régulièrement avec, pareil, derrière quelque chose de cadré, quoi. On sache quel style d'enregistrement on veut, quel format, etc. Enfin, voilà, toute une réflexion aussi pour que ce soit pérenne. Donc voilà, ça c'est une ouverture et une question que je pose. Je n'ai pas forcément de réponse, mais je pense que c'est peut-être une piste qu'on pourrait suivre pour essayer de créer un objet documentaire plus fixe dans les environnements digitaux. Bon, les archives, c'est un peu la longue durée. Alors, je vais vous parler de la longue durée, forcément, même à propos de ces questions-là, avec deux exemples particuliers. Le premier, je l'ai vécu récemment. Le deuxième, j'ai quelques notions générales. Sans doute en savez-vous plus, certains d'entre vous, que moi, sur le deuxième cas. Alors, le premier cas, c'était un stagiaire que j'ai accueilli récemment, qui était un jeune garçon qui se prépare à Normal Sup et qui voulait savoir ici ce que c'était que les archives et les documents, justement. Alors, ça m'a permis de mettre le doigt, en fait, je lui ai confié un dossier ancien à propos d'une révolte étudiante à Bordeaux en 1726, et avec les documents de l'enquête de ce temps-là, sur papier forcément, qu'il a lu pendant 15 jours de suite, parce qu'il faut beaucoup de temps pour lire, déchiffrer, recopier un dossier. Et il m'a dit à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre un texte et un document. Parce que des textes dans sa prépa de Cagnes, des textes historiques, des documents historiques, il en avait lu, mais uniquement des documents transcrits. C'est-à-dire tels qu'on les trouve dans un manuel d'histoire, en pièces annexes, quand ils ne sont pas en photographie. Et la différence, il ne pouvait pas la concevoir avant d'avoir eu en main un document original. C'est pas seulement une question de nostalgie, en fait, ou de plaisir qu'on peut avoir à feuilleter un document en se disant, voilà, l'intendant s'est occupé de ces jeunes gens qui se sont révoltés, il les a interrogés ou fait interroger, il a recueilli leurs déclarations, mais c'est que, en fait, le document faisant partie d'un fond ou d'un sous-fond, vous avez toujours un document, ça n'existe pas pour nous. Vous en avez toujours 10, 20, 100, 1000 qu'il faut lire, les uns à la suite des autres. Alors en le lisant de près, il s'est rendu compte, par exemple, que l'intendant interrogeait cette petite équipe un jour, et puis 3 mois plus tard, il réinterroge les mêmes et ils disent autre chose. C'est classique dans une affaire judiciaire, c'est vraiment classique. Alors qu'est-ce qu'il faut croire? Le document 3 semaines après, le document 3 semaines avant, et là, il y a matière à l'esprit critique, en fait, et à la matérialité du document. Cette matérialité qui est un objet de pointe pour les historiens aujourd'hui, par exemple, est paru dans le dernier numéro des Annales du Midi, qui sont une revue d'histoire de portée nationale, tout récemment, un article sur le livre velu de Libourne, qui est le cartulaire médiéval de cette ville, et qui est l'accumulation des chartes et des documents faisant foi pour fonder les droits du corps de ville. Eh bien, ce livre a été étudié selon des techniques très modernes dans sa matérialité, c'est-à-dire, comme il ne l'avait jamais été, non pas le texte qui est à l'intérieur, qui était bien connu, mais comment il a été relié, quand, dans quel ordre, parce que la reliure, c'est un ordre, etc. Et ça fait un très bel article, très neuf, sur ce que représente un document qui est en même temps une empreinte du travail administratif, l'établissement des droits. Et puis le deuxième exemple, c'est aussi un problème de temps finalement. C'est le temps que dure l'élaboration annoncée il y a maintenant, je crois, une quinzaine d'années, du dossier médical partagé. Il y a ce projet qui avait été annoncé par Douste Blazy, c'est-à-dire, je crois que vous n'étiez pas nés, la plupart d'entre vous presque, enfin il y a un bon moment. On allait faire un dossier médical
dématérialisée et partagée tout le long d'une vie, pour chacun d'entre nous, entre tous les médecins qui interviendraient. On vient d'annoncer maintenant que ça sera prêt, mais dans 3 ans. Alors, et avec des moyens considérables, il y a des équipes qui s'en occupent, c'est tout à fait sérieux en fait. Et ce que je me dis en fait, il y a 2 réactions possibles. Soit on dit, vaudrait mieux tenir du papier, ça marchait mieux, etc., etc. Soit on se dit, ce sont des problèmes complexes et difficiles. Et finalement, en repensant à tous nos débats, je me suis dit, il doit y avoir, mais alors là, je ne connais pas du tout ce dossier médical partagé, je ne connais pas du tout cette question, mais il doit y avoir là-dedans des documents, de temps en temps, et puis il doit y avoir aussi des données, c'est-à-dire des flux, en fait. Si on vous prescrit le même médicament, par exemple 3 fois de suite, etc., je trouve que c'est un flux de données. Alors on veut éviter cette prescription par 3 médecins différents. Par contre, si un médecin établit un diagnostic de votre état physique, à mes yeux, c'est un document. Et ça reste un document. Quand un spécialiste, ou qu'un généraliste vous envoie vers un spécialiste, il rédige un document, en fait, où il raconte, c'est un récit, un peu. Voilà. Et ce n'est pas un flux de données à l'instant T. Alors, il y a certainement d'autres raisons qui sont expliquées dans le monde. Il y a eu un article dans le monde assez long récemment, des résistances diverses et variées, des inquiétudes de différentes parties de la profession médicale, des problèmes de confidentialité à respecter, sûrement, il y a des problèmes techniques, mais je pense aussi qu'il doit y avoir, derrière la simplicité de l'idée d'un dossier médical partagé, une grande complexité entre documents et données. Voilà, j'imagine, il y a peut-être sûrement un sujet de recherche, ça fait 15 ans que ça dure. Et ça doit durer encore 3 ans. J'ai vraiment pas grand-chose d'intéressant à dire, mais je vais quand même le dire, et puis je vous passe la parole aussitôt, puisque j'ai commencé, puisque moi, comme vous l'avez vu, si vous étiez le dire, je suis un littéraire, donc je viens des études de lettres, en plus de littérature du XXe siècle, ce qui est assez particulier, c'est-à-dire un champ disciplinaire à l'intérieur d'une discipline, au sein duquel depuis longtemps déjà, c'est-à-dire depuis, on va dire, une 40aine d'années, mais ça dure, et à certains endroits, ça dure encore plus qu'ailleurs, on a sacralisé le texte, je dirais, un texte débarrassé de tout ce qui relevait du contexte, de l'auteur, du lecteur, du support, etc. Alors, on en est un petit peu revenu, c'est-à-dire que l'auteur est un peu revenu dans la boucle ces dernières années, le lecteur aussi, mais pas n'importe quel lecteur, un lecteur un peu abstrait, un lecteur un petit peu théorique, le lecteur que le texte construit, etc., etc. Mais ce qui reste quand même, ce qu'on a pu appeler à juste titre, à mon avis, le grand impensé des études littéraires, c'est le livre. C'est le livre, c'est-à-dire que nous ne donnons jamais des livres à lire à nos étudiants, nous leur donnons des textes, comme si ça tombait du plafond, etc. Alors, si je le dis, c'est que, effectivement, à titre personnel, j'ai un peu pris de recul avec le temps et avec l'âge, avec ces pratiques-là, et que l'objet, le support, ce sont effectivement des questions qui se sont mises à beaucoup m'intéresser, même si je m'y intéresse bien sûr en amateur par rapport à ceux dont c'est le cœur de métier. Donc, tout ce qui relève de la sociologie du littéraire, tout ce qui relève du support matériel, on l'a laissé, nous littéraires, à d'autres, notamment à l'histoire du livre, etc. Donc, à des disciplines qui sont aujourd'hui extrêmement riches, importantes et dynamiques, et dans lesquelles, effectivement, on intervient beaucoup trop peu, et auxquelles on forme beaucoup trop peu aussi nos étudiants. Donc, ça reste un élément très, très... Donc voilà, donc vous voyez bien à quel point j'ai peu de choses à dire, et à quel point je regrette d'ailleurs, à un titre personnel, pour tout vous dire d'ailleurs, mon séminaire de master de cette année, déjà depuis 2-3 ans, c'est presse, livre, numérique, c'est-à-dire que moi j'essaie de réfléchir un tout petit peu avec mes étudiants sur justement l'importance du support dans la communication littéraire. J'ai mis d'ailleurs dans le titre de mon master, de mon séminaire de master, la communication littéraire, livre, presse, imprimé, pour bien montrer. Alors beaucoup de mes collègues, la communication littéraire, ça, ils n'aiment pas vraiment, ils n'aiment pas du tout. Ils doivent trouver que c'est bizarre pour leur ce qu'il fait. Là.
communication littéraire, la littérature, hein, c'est pas quelque chose qui se communique. Enfin, on ne fait pas entrer ça dans le grand circuit de la communication. En plus, il nous parle de presse et de numérique, hein, pour mes collègues. Bon, la presse, c'est ce qu'on jette au panier, hein, c'est ce qui ne vaut pas un clou. Hein. Puis le numérique, c'est le diable, hein, par contre. Hein. Une fois, j'avais évoqué puisque moi, je m'occupe de numérisation de textes de Mauriac, donc alors là, pour eux, c'était vraiment si on fait entrer le loup dans la bergerie, alors on est tous morts, me disait-il. Hein. Et je leur fais remarquer quand même que j'avais trouvé qu'ils étaient aujourd'hui très sensibles à l'avenir du livre, alors que le livre, ils n'en avaient jamais parlé à leurs étudiants. Hein. Pourquoi aujourd'hui y avait-il cette sorte pour eux, de grand émoi? Il faut se mobiliser pour défendre le livre, mais le livre, dans vos cours, dans vos programmes, où est-ce que vous parlez vraiment du livre en tant que tel? Alors, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, bien sûr, à la main. Ça reste quand même extrêmement marginal, ça reste un petit peu l'angle mort. Voilà ce que j'avais de non intéressant à dire. Alors, d'emblée, là, j'affirme, heureusement que tu as bien voulu intervenir, puisque tu n'as fait qu'enchaîner des choses essentielles. Donc c'est vraiment intéressant, et du coup ça commence à apporter un début de réponse à la question de Clément tout à l'heure, c'est-à-dire que la matérialité et la finitude de l'œuvre, dans un contexte où je parlais d'expansion permanente, il y a bien des éléments qui nous raccrochent à tout ça, c'est-à-dire que si on veut maîtriser la finitude de l'œuvre, pour moi la première clé c'est celle de la place de l'auteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a une œuvre qui finit quand on sait la rattacher à une responsabilité intellectuelle. Et donc le retour de l'auteur par rapport au texte que tu décris extrêmement bien, eh bien c'est essentiel, et c'est-à-dire que il faut faire attention, et on l'a évoqué tout à l'heure, on dit des algorithmes, mais même un algorithme a un auteur, c'est-à-dire qu'à un moment quelqu'un a planché pour faire le mode de calcul. Toute machine, au stade où on est rendu, la machine autocréatrice qui serait dotée de sa propre capacité d'initiative et de créativité, n'existe pas. C'est-à-dire que si elle a un modèle de création, c'est que ce modèle de création lui-même a été conçu par un être humain. Et donc la figure de l'auteur, quel que soit le type d'œuvre dont on parle, elle est essentielle, et effectivement, tu parlais du texte littéraire, mais on l'a perdu de vue aussi dans les productions de la fin du XXe siècle. Si vous prenez par exemple, c'est apparu dès le développement finalement du cinéma, de la télévision, des œuvres collectives. À partir du moment où l'œuvre était collective, on a mis en avant une seule personne. Donc en fonction du média, ça va être la figure du réalisateur, mais parfois ça peut aller très loin. C'est-à-dire si vous prenez un document, je prends un document forcément très illégitime comme ça pour marquer les choses, mais comme un jeu vidéo, souvent ça va être l'éditeur qui a vendu la licence pour passer sur la machine qui s'arroge la propriété de l'œuvre, mais le graphiste qui a fait le dessin, le designer qui a conçu la mécanique de jeu, le codeur qui a fait la base de données qui est derrière le jeu vidéo, pendant très longtemps était totalement absent. C'est-à-dire qu'on n'avait que ceux qui avaient inventé à un moment donné une machine, qui avait une part de marché, et si on voulait figurer dans leur catalogue, il fallait payer. Et donc les auteurs étaient dans on allait au bout de la logique du cinéma finalement, de la création salariée, et où je fais le travail créatif, mais en plus je vous donne mon nom, et je m'anonymise aux yeux du public, et ce n'est que très récemment, il y a quelques années, qu'on voit apparaître des auteurs de jeux vidéo, qu'on met en avant la logique de studio, donc d'équipe de créatifs, qui commencent à être, mais c'est long, hein, plus connu que l'éditeur, parce que dans le monde du jeu vidéo, souvent, l'éditeur, c'est celui qui tient la licence de la machine sur laquelle on passe son document. Et toute la problématique de l'intégrité scientifique aussi de l'auteur, cette figure de l'auteur, elle commence à être respectée à partir du moment où on a un jeu de référence et on se cite. C'est ce qu'on commence à dire maintenant. Il y a un retour aussi de ce discours-là auprès des étudiants, et c'est très important, c'est qu'une bonne bibliographie, c'est le premier respect dû à l'auteur, et c'est le premier marqueur de l'œuvre. Dès les cours qu'on fait aux étudiants de licence notamment, une page Wikipédia, c'est pas produit par une espèce de monstre informe et anonyme. Il y a bien des auteurs derrière, ils ne sont pas faciles à débusquer, mais ils ont mis une sociologie, une forme de créativité, des codes, des règles, ils existent. Ce sont des individus, ils sont plusieurs, ils sont anonymes, pas forcément d'ailleurs, mais ils existent. Donc ce retour de l'auteur,
c'est déjà un élément de structuration. Et le deuxième élément par rapport à la forme, effectivement, on a parlé pendant longtemps de littérature, mais pas assez du livre. Et c'est vrai alors que l'histoire du livre à la française c'est une locomotive de la discipline, on n'a peut-être pas encore fait la synthèse entre l'histoire littéraire et l'histoire du livre, où là, à un moment donné, elles ont besoin de se différencier pour exister. Il est peut-être temps, à l'ère du numérique, de recréer une discipline du texte où les deux approches se marient en une seule et même discipline. Oui, j'y prends goût. Un collègue qui fait vraiment ce travail aujourd'hui, c'est Alain Vaillant à Nanterre. Son dernier livre sur l'histoire littéraire, c'est un livre qui fait cette synthèse-là. Et Alain Vaillant est un de ceux qui a repris, chez nous en tout cas, dans notre domaine, la notion de communication littéraire, puisque lui, il a, notamment dans un numéro de la Revue d'Histoire littéraire de la France, plaidé pour le retour à la communication littéraire, mais il l'a fait de manière presque polémique, parce qu'il savait que pour défendre cette notion-là, il fallait le faire sur ce ton-là. Puisque tu évoques l'auteur, effectivement, mais on peut aussi revenir au livre, quelque part, parce que Manuel Souchet le dit bien dans un de ses articles, pour un livre, on n'a jamais eu de générique. C'est-à-dire que, et ça aussi, les étudiants ont du mal à le comprendre, enfin, l'objet qu'ils ont entre les mains, c'est une œuvre collective. Eux, c'est Mauriac, c'est Camus, c'est Marguerite Duras, mais non, mais il n'y a pas de générique. C'est vrai qu'on va au cinéma, on connaît le nom de la coiffeuse qui, du chauffeur qui, etc. etc. Le livre, lui, il est le fruit d'une multiplicité d'interventions, parfois décisives pour certaines. Il suffit de leur dire, le titre, c'est un tel qui l'a trouvé, l'organisation, c'est un tel, etc. Il y a eu, etc. Mais il y a cette sacralisation, encore une fois, dans le domaine littéraire, qui est plus que l'auteur, qui est l'écrivain. Avec tout ce que ça suppose. Derrière, le sacre de l'écrivain, c'est quand même quelque chose de très important. Pour rebondir sur cette histoire de livre, effectivement, à mon avis, il faut sortir d'une vision trop littéraire, un peu sacraliser l'objet livre, l'auteur, on va dire ce que tu dis. À mon avis, il faut aller encore plus loin que, à mon sens, déjà le mot livre pose problème. Parce que c'est le mot livre, on ne sait pas ce que ça veut dire, il y a déjà une réduction, il y a presque une normalisation. Robert et Steven dit en fait au XXe, on normalise le mot livre. Et en fait, le livre, c'est biblione, comme dit Paul Hotelet, et le biblione, c'est déjà ce qui est un texte. Un texte, c'est déjà un livre potentiellement. Ce qui voudrait dire que sur le numérique, sur le web, on est entouré probablement de livres. Il y a déjà un problème de définition. Ce qui fait que quand on parle d'histoire du livre, des fois, moi j'ai tendance à dire que l'histoire de l'édition, ce sont souvent des objets réduits parce que c'est quelle vision du livre dont on parle. Quand on parle de l'édition, c'est quand même assez souvent au 19e, 20e siècle. Moi, je préférais qu'on parle plutôt de l'histoire de l'éditorialisation, beaucoup plus complexe, qui nous amènerait à retraverser toutes les formes avant le codex et les évolutions différentes du codex. L'autre aspect, c'est qu'on parle beaucoup de recherche d'information, de retrouvabilité, et finalement, est-ce qu'on peut vraiment découpler histoire du livre, au sens large, et histoire des systèmes d'information, c'est pas sûr. Et effectivement, l'histoire des pratiques documentaires, c'est-à-dire, c'est quoi les pratiques documentaires? Et nos pratiques documentaires, finalement, c'est pas que des objets où il y a un auteur sacralisé, finalement, il y avait déjà des auteurs, parce qu'on écrivait des billets d'insultes ou des billets d'eau au XVIIIe, et on a produit beaucoup d'informations aussi au XVIIIe siècle, simplement on n'a plus de traces aujourd'hui, parce que ces billets, ces documents en tout cas, n'ont pas été imprimés, ils n'ont pas été jugés suffisamment valables pour qu'ils soient conservés. Ce qui fait que de temps en temps on fait des comparaisons pour dire voilà, aujourd'hui on produit tant de téraoctets de données cette année, c'est 3 milliards de fois plus qu'en 1789. Mais en même temps, en 1789, on fait la comparaison par rapport à la production imprimée dont on a connaissance, en ignorant totalement qu'à l'époque on avait aussi une production manuscrite qui d'ailleurs perdure. Ce qui est à mon sens l'intérêt en tout cas pour les humanités digitales, c'est justement d'être dans une histoire beaucoup plus longue, et ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on veut véritablement faire aujourd'hui. C'est quoi un livre? Et moi je pense qu'il faut retourner la question en fait de Clément, savoir ce qu'il faut normaliser, essayer de voir si on peut avoir un livre. On va dire le principe du web initial, c'était quelques protocoles et on essaye de publier dessus. Et finalement, je crois qu'il y a eu un renversement de la problématique. C'est plus forcément le document qui devient central, c'est le système d'information avec des métadonnées. C'est les métadonnées qui deviennent essentielles, auxquelles sont raccrochés d'éventuels documents dont les formes sont totalement diverses et variées. Et au final, à mon sens, si on veut garder un peu d'innovation, mieux vaut laisser en tout cas, grande possibilité d'innovation technique avec
peut-être des espèces de terrains communs d'interopérabilité, c'est-à-dire de temps en temps on arrive à moissonner les métadonnées associées au document pour pouvoir en tout cas, le retrouver et le rendre disponible. À mon sens, on reste dans un esprit web et ça permet toujours de garder un peu d'innovation tout en ayant un peu d'interopérabilité. C'est à mon sens l'enjeu aujourd'hui essentiel, même si là-dedans il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de contrôle du dispositif. Tu montres très bien avec le fait que Google, très rapidement, s'il développe un moteur, peut être capable de développer une norme de fait, et une norme de fait qui peut s'imposer beaucoup plus rapidement qu'une norme sur laquelle on va travailler peut-être pendant 4 ou 5 ans entre professionnels pour essayer de normaliser et faire un truc super génial. Mais c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas l'usage qui va finir par finalement imposer la norme. L'édition, c'est des normes qui s'imposent. Et c'est exactement ça. Et on voit bien qu'on est sur une histoire longue, parce que tout ça, ce qu'on connaît actuellement, c'est peut-être pas totalement nouveau. J'avais un exemple justement sur cette histoire justement de contraintes des dispositifs et du fait justement que Google d'ailleurs a un aspect problématique dans la mesure où lorsque le document se retrouve noyé finalement dans le moteur de recherche, il faut le remédiatiser, c'est-à-dire créer une nouvelle médiation pour en saisir l'enjeu. C'est un exemple, il me semble, qui est tiré de Qu'est-ce que le patrimoine numérique de Matteo Treleani, vous avez mentionné tout à l'heure justement. C'était l'exemple d'une institution culturelle dont je ne me souviens plus exactement le nom, mais un centre d'archives, qui avait diffusé sur YouTube des images d'archives, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Or comme on le sait, Google et YouTube proposent des recommandations. Et parmi ces recommandations, forcément, l'humain n'a pas de prise forcément sur ces recommandations, et il se trouve que parmi les recommandations qu'on pouvait avoir après ces images d'archives ou ce documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, d'autres documents d'archives, mais qui étaient mis en ligne par des gens d'extrême droite par exemple, et qui ne véhiculaient pas du tout la même idéologie. Et donc l'utilisateur qui se retrouve à regarder ce document, s'il ne fait pas très attention au contexte, au producteur, et s'il ne regarde pas que c'est par exemple les archives qui ont diffusé ce document et qu'il y a un renvoi vers une exposition par exemple, très vite le sens du document peut en être altéré en réalité, ce qui rend nécessaire la création, je pense, d'outils qui font contrepoids, ou l'amélioration justement des smart bibliothèques dont Clément parlait tout à l'heure. C'est justement, à mon avis, c'est un des problèmes que pose la recommandation automatique dans tous ces systèmes, c'est-à-dire effectivement on peut se retrouver avec un document qui objectivement a des points d'accord, mais ce document ne sera pas là pour les mêmes raisons. Oui, en fait, ça fait penser à ce que vous venez de citer, à très juste titre, à un livre de Darnton, Robert Darnton, dont je vous recommande la lecture. Ça s'appelle le livre Demain, aujourd'hui, hier. Il inverse là le temps, toujours lui. Et Darnton, en fait, est très autorisé parce qu'il a terminé sa carrière comme directeur des bibliothèques universitaires de Harvard, soit un ensemble gigantesque de bibliothèques, plusieurs bibliothèques universitaires à la fois, et qu'en même temps, il est un des historiens du livre, vous en parliez, important, et notamment un historien du texte de Shakespeare et de sa fabrication, à partir de ses recherches en archives, comment nous est parvenu ce texte-là. Et Darnton fait une remarque. Alors, il a essayé d'introduire aux États-Unis, et ce livre plaidait un peu cette entreprise, un réseau de confiance, de mise en ligne entre universités documentaires qui soient indépendantes de Google. Et je crois qu'il y est partiellement parvenu, si j'ai bien compris, qui ressemble en fait à Europeana, puisque Europeana dont on parlait ce matin, c'est bien ça, c'est un portail qui met en ligne les objets dont nous parlions, livres, archives, monuments, etc., mais uniquement dans des centres d'archives, des musées et des établissements culturels publics à travers toute l'Europe. Et Darnton dit cette chose très simple, quand un de ses étudiants cherche une édition de Shakespeare et qu'il la cherche sur Google, eh bien il trouve immédiatement dans les 10 premiers résultats les 10 moins bonnes éditions du texte de Shakespeare,
les plus diffusés commercialement, puisque le but de l'algorithme de Google est de vous dire, à 2 pas de chez vous, il y a une librairie, vous pouvez acheter ce livre-là, qui évidemment est moins cher qu'une édition plus scientifique, ou alors, enfin, il y a cet aspect-là, il appelle l'attention beaucoup de ces étudiants là-dessus, et puis on va retrouver dans la profondeur du classement l'édition de Rose, enfin j'en sais rien qui ça, en tout cas l'édition scientifique, difficile à trouver, sauf chez Grégory, où on la trouve immédiatement. Non, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites, et ce que je comprends, c'est que finalement, d'un point de vue extrêmement général, c'est que il faut bien dire de documents que c'est ce qui définit, mais c'est une banalité, pardon, c'est son caractère public. La sémiotique aurait beaucoup de choses à dire sur ce point-là, dès lors que le document fait signe, il interpelle, a été interpellé par un lecteur, parce qu'il a été produit par un auteur dans une perspective de publicisation, c'est banal. Ça c'est banal. Mais je vous pose une question en vous écoutant. Il me semble qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, circulent beaucoup de choses qui ressemblent à des simulacres de documents, qui ne sont pas encore documents, alors à beaucoup de banalités. On parlait de fake news hier, effectivement, des propos redondants, qui ne deviennent jamais signe d'une intentionnalité documentaire. Je pense que c'est juste très clair. C'est vrai. Est-ce que les productions de textes, de documents sur Facebook sont des documents? Je ne sais pas. Là, je me pose une question. On est dans du texte, c'est du domaine public. Évidemment pas, c'est ça. Je pense qu'il y a une sorte de dégénérescence publique de la notion de document, à travers les réseaux sociaux. On ne serait pas sur l'événement d'Escarpit, justement, c'est la différence entre l'événement et le document, peut-être. Parce que c'est un document, si c'est éphémère, parce qu'on n'est pas sur l'événement qui ne devient pas document, mais finalement on peut quand même les retrouver par des moyens. Donc est-ce que c'est par un pseudo-document c'est peut-être ça la réponse aussi. Enfin, c'est pas vraiment un document, mais. Francesco D'Aleco travaillait sur des sociétés anciennes à moins 50 000 ans, donc il a trouvé des documents. Et sur des traces d'une épopée archéologique, incontestablement. Et il me semble qu'on en a parlé sous cette forme-là, à partir du moment où ils étudient, ils deviennent des éléments de corpus, des documents. Et je pense qu'il y a moins de 40 000 ans, on pouvait parler de documents, à partir du moment où on a des croix, des dessins sur les images. Des empreintes. Des empreintes, alors. Oui, mais c'est déjà un potentiel documentaire. Mais d'ailleurs, puisque tu dis que le document, alors, il va avoir une valeur telle qu'il devient un monument. C'est ça. Et d'ailleurs, des fois, le monument lui-même est un document. Et d'ailleurs, sur l'histoire, entre monument, document, et au niveau étymologique, c'est pas clair. Et des fois, ce qu'on appelle aujourd'hui document a été appelé monument, parce que dans monument, il y a les faits du côté mnémotechnique. Et le côté document désignait quelque chose qui était pas nécessairement matérialisé, parce que dans documents, dans l'étymologie, il y a aussi le fait que c'est presque une leçon de vie. Donc tu vois le côté. Ensuite, pour revenir sur Twitter, je pense qu'il faut légèrement distinguer de Facebook d'ailleurs, parce que sur Facebook, on peut ouvrir Twitter. Voilà. Twitter. Ouais, sur Twitter, sur le côté événementiel. Ouais. C'est vrai que Twitter, au départ, quand tu arrives, tu dis, moi quand je suis arrivé, j'ai dit, il y a 10 ans, quand j'y étais, je disais, Twitter c'est de la communication Kleenex. Yes. C'est la première impression qu'on a. Je suis d'accord. Sauf que c'est une erreur. Bon, d'accord. C'est une erreur parce qu'en fait, il y a vraiment des constructions de sens. Oui. Il y a même des constructions historiques. Pourquoi aujourd'hui, alors même si la bibliothèque du Congrès va revenir dessus, mais la bibliothèque du Congrès au départ avait décidé de conserver tous les tweets. C'est-à-dire qu'ils ont jugé à un moment donné qu'il y avait une valeur historique. Ça pose tout un tas de questions. On conserve tout n'importe quoi. Est-ce qu'on conserve les tweets de Justin Bieber et les tweets d'un grand sociologue? Tu vois, il y avait toutes ces questions-là qui se sont posées, puis ça coûte très cher, ce qui fait qu'aujourd'hui, a priori, la bibliothèque du Congrès va arrêter. Mais il y avait dans l'idée qu'il y avait une trace historique. Et on ne peut pas savoir à l'avance quel est le tweet qui va avoir une valeur historique. Ah, non. Et c'est ce qui est important par rapport à l'événement, c'est qu'il y a eu quand même l'histoire des révolutions arabes qui se sont organisées sur Twitter avec des hashtags dédiés. Donc on avait de l'événement qui surgissait d'un micro-document, et à la fin, on pouvait réunir les hashtags, ou en tout cas les concepts liés à cet événement-là, pour faire une sorte d'extraction. On avait un nouveau corpus documentaire. Et aujourd'hui, finalement, Twitter, c'est des formes documentaires qui sont retravaillées.
Franck parlait tout à l'heure d'un corpus de 60 millions de tweets, on étudie l'évolution des comportements électoraux, mais c'est que derrière on a ce que j'appelle moi du macro-document en fait, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des méga corpus, et finalement, bon, où est vraiment la frontière? À quel moment on dit que c'est un document ou pas? Je ne sais pas, mais il y a de la pratique documentaire, et en tout cas on arrive à faire de l'extraction, voilà, on fait du sens. Du sens, et à partir du moment où il y a une reconnaissance publique de Voilà, ce sens. c'est ça. Évidemment, ça pose tout un tas de questions. C'est banal. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi la possibilité de s'inscrire dans le règne documentaire. C'est-à-dire que le point de vue de l'auteur, il y a une intentionnalité de communiquer, mais par la recherche d'attention, de susciter, d'être suivi, d'être aimé, d'être apprécié, d'être liké. On veut s'inscrire quand même dans une forme de reconnaissance où à un moment donné, on veut être dans la communication, on glisse de la communication en son réseau vers l'auteur d'une pensée qu'on estime être impérissable. Alors je suis d'accord que ça, l'histoire jugera, mais le réseau social ouvre une possibilité de s'inscrire dans un ordre documentaire pour ceux et celles qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent, parce qu'ils ne sont pas auteurs dans des circuits plus classiques, plus construits, où il faut devenir l'écrivain, ça demande de passer un certain cap, devenir scientifique, artiste, il y a des choses, et le réseau social permet à tout le monde éventuellement de s'inscrire dans un contexte documentaire où mais de l'éphémère, sauf que quand l'institution vient se pencher sur la production, est-ce qu'elle aussi, du coup le document, il ne devient pas par nature, mais par intentionnalité. De l'auteur qui veut être vu, donc public, pour devenir lui-même document, ou de l'institution qui va considérer qu'au regard de ses missions de politique mémorielle, cet élément de l'éphémère doit basculer dans le registre pérenne et doit s'inscrire dans une documentation de la pratique. Donc le document devient non plus un état, mais une sorte de labellisation, de certification. On peut adouber quelque chose comme un document aujourd'hui, alors que c'était plus compliqué. Et finalement, le parallèle avec l'archéologie est intéressant parce que là, c'est l'oubli qui nous a fait sortir du registre documentaire, et c'est l'invention au sens de la trouvaille qui nous remet dans le registre documentaire. Et d'ailleurs, il y a toujours un parallèle qui me fascine, c'est que la pratique archéologique et le parcours dans les archives du web, pour ceux qui pratiquent sur Internet Archive ou à la Bibliothèque nationale, la Wayback Machine, donc le moteur de recherche qui permet de chercher dans des archives d'Internet, se balader dans des archives d'Internet, c'est comme être sur un champ de fouilles. C'est-à-dire que le web, dans sa pratique d'archives, c'est constitué de vide, de traces, de morcellement, de confrontation entre différentes périodes. C'est-à-dire que vous êtes sur une page qui a été sauvegardée le 1er septembre 1996, vous cliquez sur un lien, et la page qui est derrière, on n'en dispose que sous sa forme du 4 avril 2000. Et donc en un clic, vous avez basculé de 4 ans dans une archive, et puis il va manquer l'image qui se trouve au milieu, parce que le robot, le jour où il a visité ce fameux 4 avril 2000, la page, il a eu une petite faiblesse réseau, l'image était trop importante en volume, ou elle était dans un format qu'il n'a pas compris, et il a perdu l'archive. Et donc, il y a eu un parallèle saisissant entre être sur un chantier de fouilles archéologique et être dans les archives d'Internet. C'est-à-dire que le statut de document, il est aussi dans un rapport de mémoire, d'oubli, ou on octroie le statut de document aussi. Il y a une sorte de noblesse du document. On est un certain nombre, et là je regarde Georges, les archives et les bibliothèques ont cette capacité, à un moment donné, de donner ou de retirer ce statut de document. Oui, je dirais ça parce que du temps où je m'occupais des archives départementales du Jura, on avait eu en don une collection de 15 000 plaques de verre d'un photographe, Martelet-Voidet, qui avait opéré entre 1905, je crois, et jusqu'aux années 60, en fait, qui était resté fidèle à cette technique de la plaque.
de verre. Alors, on les a numérisées, non pas du tout pour être à la mode, mais parce qu'une plaque de verre, vous ne pouvez pas la donner à un lecteur en salle de lecture. Ça pose un problème de conservation. Alors, on a fait ce nettoyage plaque à plaque, l'inventaire des documents en question. Là, vraiment, ce sont des documents, mais c'est un fond. Et au début, je m'étais beaucoup intéressé à des événements, justement, au milieu de ce fond. Par exemple, Martelet avait photographié en 1905-1906 les conséquences de la loi de séparation des églises et de l'État dans le canton de Nozeroy, et il avait photographié des scènes de bagarres, etc. Ça avait attiré mon attention. Il aimait beaucoup la technique aussi, visiblement, alors il avait photographié des tracteurs. Bon, les premiers tracteurs, etc. Après la guerre de 14, on reconvertissait le matériel militaire en matériel agricole, et là, on avait des photos qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Et puis, je m'étais dit, en première intention, le reste, c'est le photomaton du canton. C'est pas très intéressant. Il y a les baptêmes, les premières communions, les mariages, les morts. Il y avait beaucoup de morts. Jusqu'aux années 60, on gardait des photos des défunts sur la cheminée. Et je m'étais dit, au fond, oui, c'est une série, c'est pas très intéressant. Alors évidemment, je n'ai rien jeté, hein, pas du tout, on a continué. Et finalement, c'était le plus intéressant. Parce qu'il y avait une dynamique de l'information, si je puis dire, ou des données. Hein. Quand est-ce qu'il y a par exemple des cerceaux dans cette série avec les enfants, puis quand est-ce que les cerceaux s'arrêtent? Ça, on le sait avec une série, c'est-à-dire un fond, comme celui-là, mais on ne le sait pas avec une seule image. Et même avec une seule image, on peut déduire des choses un peu hasardeuses. Et puis, dernier point avec ce fond, ça m'avait fait très plaisir parce qu'au fond, d'habitude, en histoire, les photos servent à illustrer un récit historique. Vous savez, comme dans les manuels d'histoire, il faut montrer Louis XIV, alors on prend une reproduction d'un portrait de Louis XIV au moment où c'est le chapitre Louis XIV. Enfin, je dis ça, c'est très schématique, hein, mais là, j'avais eu le plaisir qu'un historien local, M. Vernus, puisse écrire un livre, non pas d'histoire de ce canton de Nozeroy, l'illustrant avec les photos de Martelet, mais l'inverse. Il a pu en tirer la matière d'une vraie petite monographie, où là, l'auteur est très important, dont tu parles, Grégory, c'est-à-dire qu'on peut, par ailleurs, dans d'autres fonds d'archives, documenter le producteur de cette série et interpréter mieux la séquence de ces images, c'est-à-dire le fond, et ce qu'elle nous raconte. Non pas ce qu'elle illustre, hein, les photos, ce n'est pas des légendes, mais ce qu'elle raconte de sa vision du monde, de sa vie, et de ce qui a été vu par lui, et pourquoi, etc. Et ce qu'il n'a pas vu, d'autre part, puisqu'au fond, il en vivait progressivement. Au début, c'était un amateur de photos, on voit bien, et puis à partir des années 20, il est inscrit au registre du commerce, alors on peut retrouver son inscription dans les archives, il devient à ce moment-là un photographe professionnel, etc. etc. Et c'est ça nos fonds, dont je regrettais tout à l'heure qu'ils n'apparaissent pas suffisamment en tant que fonds dans les interfaces de mise en ligne des archives, où c'est chaque image qui saute aux yeux, d'original, avec toutes les erreurs d'interprétation que ça permet d'éviter. Finalement, la monographie dont tu viens de parler, c'est pas plutôt ce que j'appellerais moi une visiographie. C'est-à-dire que, et ça renvoie à l'instance documentaire, à la documentarisation et au sens du cinéma, quoi, et à la relation entre l'image, le quasi-document et le document. Et donc la notion aussi, ça c'est un premier point, c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire qu'on aurait peut-être besoin d'organiser un peu mieux, disons, des choses autour de précision apportée à ce que c'est qu'une monographie. Parce que monographie, je veux dire, c'est un flou artistique, le mono, je veux dire, c'est un seul, graphie, d'accord, mais si on s'amuse, si on s'amuse à faire, par exemple, j'avais essayé autrefois de faire une visiographie, par exemple, ben c'est pas du tout une monographie. Et, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc on part du visible et on va à la graphie et pas l'inverse. Donc là, je dis ça parce que la question qui peut nous intéresser, nous, en tant que formateurs par rapport au master, là, on est dans chez les archivistes, on est dans l'archive, on est dans le document, etc. Mais il ne faut pas, comment dire, non plus oublier
les métiers du livre, les métiers de l'édition. Et que l'avenir de nos étudiants, c'est aussi les métiers de l'édition. Et j'en arrive à mon avis, un concept que moi j'ai envie de défendre, c'est le concept de collection. C'est-à-dire que, ça a été cité, c'est hier je crois, ce petit moment important de l'histoire du livre contemporain, du livre de la monographie savante. En fait, c'est l'encyclopédie, la monographie encyclopédique, c'est-à-dire une encyclopédie sur une monographie, sur un thème. C'est le que sais-je de Pierre de Ramboulevent en 48, je crois, ou même c'est même avant d'ailleurs, l'invention de la collection que sais-je, qui d'une certaine manière va avoir des conséquences considérables dans la notion de presse universitaire par la suite. Puisqu'en fait, les presses universitaires vont être quasiment, je veux dire, payées, de France, payées et subventionnées par les que sais-je, quoi. Ça reste à voir tout ça, mais disons, il y a là en fait un vrai succès concernant, disons, alors ce qu'on pourrait appeler un format, moi j'appellerais ça plutôt une collection, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui défend, il y a une intention de l'éditeur. Autant, effectivement, je suis d'accord pour le retour de l'auteur, ça c'est indéniable, mais il faudrait militer presque pour, comment dire, une professionnalisation du collectionneur, en tout cas, de collectionneur, il n'y a pas le terme, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui défendrait une collection de ce qui serait une réponse à qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique. Au sens où Blanchot écrit un bouquin sur l'avenir du livre, où Derrida reprend le texte de Blanchot sur l'avenir du livre, c'est-à-dire sur le destin de l'écriture, de manière générale, et avec la définition, ou plutôt l'absence de définition, ou le flou, comme disait Olivier tout à l'heure, de la réponse, disons, à qu'est-ce que c'est qu'un livre, on répond jamais de manière, comment dire, encyclopédique. Donc là, par rapport au débouché professionnel, parce qu'il faut être un peu trivial des fois dans nos affaires, c'est que les éditeurs aujourd'hui, les maisons d'édition de Noël, ils ont tous copié, après ils ont fait 128 pages, les autres ont fait repère. Si vous regardez la collection découverte, ça fonctionne au repère, je veux dire, évidemment, qui vient d'être acheté d'ailleurs, enfin, la direction de la collection, la découverte pour le 60e anniversaire va relancer cette année, ou l'année prochaine, je crois que c'est en 2019, le 60e anniversaire des petits Maspero, la petite collection Maspero, qui est dans le ciel de traîne de la collection La Découverte. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'invention d'une éditorialisation, et qui serait un métier comme ça, une sorte de découvreur, des gens qui, à l'intérieur de chez les éditeurs classiques, ou petits, ou moyens, grands, auraient comme mission, en fait, d'inventer des styles de monographie, ou de visiographie, ou de choses comme ça, qui pourraient être, comment dire, qui pourraient apparaître sur des débouchés. De ce que je comprends de ta question, c'est d'essayer de recréer du sens à partir d'un ensemble qui apporte un supplément de compréhension de chacune des parties, parce qu'elles sont rassemblées, développées, compilées, augmentées au fur et à mesure selon une logique qui serait continue. C'est cet esprit-là de la collection dont tu parles. La difficulté, déjà, parce que les collections, Philippe me le rappelait, effectivement, c'est un phénomène qui apparaît massivement tout au long du 19e et qui se poursuit au 20e siècle et encore aujourd'hui. La difficulté dans l'éclatement du règne documentaire numérique, c'est que cet aspect de collection n'est pas ou n'est plus un enjeu économique. C'est-à-dire que les collections ne sont pas reconnues comme un marqueur d'une part croissante du public. On trouvera peu de grands lecteurs qui vont acheter systématiquement tous les ouvrages d'une collection. On a une pratique qui va nous emmener dans différents... on trouve peu de fidélité dans les collections, là où au 16e, 17e, 18e, 19e, la bibliothèque privée, qui était plus importante, souvent plus étoffée que la bibliothèque publique, on avait des connaissances et une fidélité à un éditeur, à un imprimeur, qui faisait qu'on constituait des collections et que la collection n'avait de valeur que si elle était complète. Et donc, les auteurs cherchaient à s'intégrer dans les collections. D'ailleurs, je suis très embêté de faire cette remarque avec Philippe à mes côtés, mais
la littérature française, tout au long du XXe siècle, elle est même construite sur la mécanique de la collection littéraire, la NRF, etc. Donc c'est même un moteur de créativité. Sauf que dans le monde numérique, il n'y a qu'à voir par exemple comment Amazon repère une collection. Il n'y a pas de lien, par exemple, afficher tous les documents d'une même collection éditoriale. C'est-à-dire que la collection, ou même le fond finalement que décrivait Georges, le fait de laisser ensemble des documents qui font sens, que ce soit un sens du fait du producteur dans le cadre des archives, ou du fait d'un sens intellectuel ou éditorial pour le bibliothécaire, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus que les dinosaures que nous sommes qui essayons de maintenir à bout de bras ce lien à une collection. C'est-à-dire qu'on peut retrouver une pièce d'archive et voir tout le fond dans lequel elle s'insère, de même que dans une notice de catalogue bien fichue, normalement, on doit pouvoir rebasculer sur tous les ouvrages de la collection. Mais dans la compétition documentaire d'aujourd'hui, cette notion-là, comme elle n'a pas de valeur économique et qu'elle ne réussit plus à être reconnue par son public, ça devient très difficile. Alors on trouve des moyens détournés pour faire sens, pour rassembler, pour médiatiser quelque part d'une manière nouvelle des documents en les accordant avec d'autres documents qui vont faire sens quand ils seront consultés ensemble et du coup apporter un surplus de signification parce qu'accolés les uns aux autres, là où une lecture morcelée ou lacunaire nous fait perdre cette notion-là. Mais il y a un véritable enjeu. Alors effectivement, il y a peut-être un créneau à prendre, mais ça va être très compliqué dans le monde d'aujourd'hui, parce que quelque part, il faut réussir à remettre en avant la valeur intellectuelle et dans le monde d'aujourd'hui, la valeur économique de cette gestion collective de documents qui sont extrêmement éclatés. Si on prend l'exemple du 60e anniversaire de Maspero, on republiait d'anciens numéros avec une préface d'un auteur contemporain pour un auteur mort. Tu vois ce que je veux dire, c'est une façon, disons, de rejouer le mort et le vivant à l'intérieur de la collection. Mais si on prend, sur un plan universitaire, la collection Repères, et qu'on pourrait leur dire le pari de l'invention d'une collection, une monographie pour les étudiants, on va dire ça comme ça, c'est inventer un nouveau contrat de lecture dans lequel il y a une expérience, différents niveaux d'expérience, de granularité depuis savoir de niveau 1 jusqu'à savoir de niveau 2, avec des exercices derrière, à trous, tout un truc basique. Et donc en fait, mais aussi des modes de vérification de l'appropriation d'une lecture. C'est-à-dire qu'en fait, tu as lu un chapitre, on te pose des questions sur ce que tu as compris dans le chapitre. N exercices qui seraient des exercices spirituels au sens des exercices de compréhension. La spirituelle, c'est au sens des exercices de compréhension cognitive, on pourrait dire, qui font qu'on t'assure on assure au lecteur une expérience. Moi je dis ça me semblerait intéressant, je ne sais pas ce que les étudiants en pensent, mais si j'étais étudiant, plutôt que d'avoir un poli de cours, j'aurais en fait une sorte d'ouvrage numérique dans lequel je circule et je fais une expérience de lecture avec des exercices à trous. Par exemple, imaginons un paragraphe rédigé en prose, je peux le rédiger en vers. Imaginons un paragraphe, je peux avoir un réseau sémantique des contenus dans un graphe de la sémantique du paragraphe. Je peux avoir une extraction terminologique des racines grecques du paragraphe. Je peux avoir une analyse des contenus d'énonciation du paragraphe. Je prends cet exemple-là parce qu'on peut multiplier en fait les expériences comme ça autour d'une petite collection. Et je crois que là, en fait, on aurait vraiment le pari, peut-être que c'est un peu délirant, hein, mais le pari d'offrir au lecteur une expérience qui serait monétisable. Dans une version, alors, dans un premier temps à 50 centimes, gratuit, ou même gratuit dans un premier temps, puis si tu veux en savoir plus, tu vas payer 25 centimes. Et si 25 centimes par N étudiants, je veux dire, ça invente un modèle économique. Parce que je suis d'accord avec Grégory quand on dit qu'il n'y a pas de modèle économique. Et que derrière le danger,
Et là, c'est quand même un débat de fond, et en fait, nous, on a toujours refusé pour l'instant de faire un numéro là-dessus, parce que c'est un peu casse-gueule dans la revue Études digitales. C'est qu'aujourd'hui, l'open edition, c'est-à-dire l'édition libre et gratuite, fait fi des droits d'auteur, et en fait ne reconnaît pas la spécificité du travail éditorial, d'invention éditoriale des éditeurs. Tu vois, et donc on a une sorte de clivage aujourd'hui qui se C'est un peu réducteur, hein, Franck. Pas trop, parce qu'on a un clivage aujourd'hui entre les gens qui sont du côté du gratuit et du libre, et de l'autre côté on a effectivement des méchants qui sont en fait des gens, des usuriers, des droits qui sont en situation de quasiment monopole. Et entre les deux, on n'a pas grand-chose. Et en fait, on n'a pas grand-chose parce que le livre numérique n'existe pas, en fait. Le livre numérique n'existe pas comme contrat de lecture qui, en fait, proposerait une vraie expérience de lecture pour le public, au sens de ce que disait Gino tout à l'heure. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, si je durcis un peu le trait encore plus que ce que... C'est d'un côté, on a un renforcement de droits de propriété très fort, Mandelstam et d'autres, on voit aux États-Unis, même d'ailleurs, en fait, ce matin encore, Academia me propose des choses, si je veux avoir en contact des gens qui me citent dans le monde, etc., je suis obligé de payer pour avoir la cartographie des liens qui me citent. Ah tiens, on vous a encore cité, ou ah tiens, etc. Bah oui, mais sauf que je vais être obligé de payer. On voit donc d'un côté, il y a un renforcement de droits de propriété, et de l'autre côté, il y a les archives gratuites, et je suis pas contre, hein, mais entre les deux, il n'y a rien. Collection, quand même, si on reprend l'étymologie, cum ligere, c'est-à-dire lire ensemble. Donc on fait toujours des collections, hein, même sur le web. Vous êtes usager de Pinterest ou autre, vous faites un peu de classification, vous faites de la collection. Et l'autre truc qui est souvent négligé dans la collection, c'est qu'on pourrait dire c'est cum legere, c'est-à-dire c'est lire ensemble. Et là, effectivement, ce que tu mentionnais, sur un dispositif, mais ça se trouve un peu sur certains MOOC, ton dispositif éditorial, où on a un peu de contenu, on a un peu d'exercice, on peut partager les exercices. Il y a quelque chose de ce type-là qui peut se construire. Après, quel est le modèle économique ? À un moment donné, c'est surtout les modèles techniques qu'il faut financer. Et ensuite, c'est une économie de la contribution. C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets un contenu toi-même à l'intérieur du dispositif, rien n'empêche qu'il y ait une reconnaissance de toi en tant qu'auteur avec des licences particulières associées qui te donnent peut-être un droit, effectivement, à avoir un contenu peut-être moins cher dans l'ensemble, j'en sais rien, mais ça reste encore à imaginer, mais je ne suis pas sûr qu'on soit forcément sur une opposition aussi stricte entre open edition et private edition. Sur ce point-là, il faut être clair, parce que moi je ne crois pas au monde de l'open, les gentils et The Verge, Springer, etc., les méchants. Parce que en tant que bibliothécaire, je suis en ce moment plutôt du côté des gentils. Ce que je reproche à l'Empire, c'est qu'il passe 2 fois à la caisse. C'est-à-dire qu'Elsevier vende ses revues chères, pas de problème. Sauf que pourquoi les chercheurs, pour figurer chez Elsevier, ont déjà eu à payer pour être édités? Il est là. C'est qu'à un moment donné, si Elsevier fait des grosses marges et que les chercheurs ou leurs institutions récupèrent de l'argent sur les ventes, on est dans un modèle libéral assez classique, compréhensible de tous, et l'argent circule. Le problème de ces acteurs-là, c'est qu'aujourd'hui, vous le vivez tous, quand vous voulez faire publier une revue, un ouvrage collectif, un numéro de collection, quoi que ce soit, on vous demande à vous, à votre labo, à votre établissement ou aux financeurs que vous allez convoquer de participer à l'édition, et ce même éditeur va venir vendre aux bibliothèques de votre établissement pour que vos étudiants et vos collègues lisent ce que vous avez écrit, quelque chose dont le prix va augmenter de 2% en moyenne pour les SHS jusqu'à 5 à 10% par an pour les sciences et techniques ou médicales, quand on n'a pas des coups de force de certains qui n'hésitent pas d'une année sur l'autre à franchir la barre des 10%. S'ils franchissent la barre des 10% parce qu'ils ont de la recherche qui fait de la valeur et que vous en avez besoin, nous on l'acquiert, mais à partir du moment où pour figurer dedans, vous avez récupéré un peu d'argent pour vous, pour l'institution,
aujourd'hui, c'est pas les bons contre les méchants. C'est-à-dire que certains méchants dont on parle, ils appliquent une double logique libérale, hein, c'est-à-dire qu'il y a une captation de la création scientifique et en même temps une captation de la diffusion, parce que la revue, elle est chez moi et elle n'est pas chez les autres. Et comme pour être coté dans ma discipline, il faut être dans cette revue-là, vous allez forcément y passer. Donc ce qu'on reproche, c'est une logique où il y a quand même que dans l'édition scientifique que l'auteur doit systématiquement passer à la caisse pour être publié. Je ne suis pas certain que les jeunes romanciers de la rentrée littéraire, on leur demande 6 mois de loyer pour pouvoir figurer chez Gallimard. Donc c'est quand même assez étonnant que dans ce secteur de niche qu'est l'édition scientifique, ces braves gens qui alimentent des fonds de pension d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord, parce que c'est de cela dont on parle, hein. On n'est pas rançonné par les presses universitaires de Rennes ou de Bordeaux, hein. On parle de groupes qui pratiquent la double facturation pour le même service. Donc c'est pour ça que je suis précis, voilà. Et que je persiste à dire que l'accès ouvert à la publication, ça ne veut pas dire la gratuité. C'est-à-dire que mettre en place un accès ouvert, ça a un coût, et c'est un modèle économique où il faut, à un moment donné, payer les gens pour que l'utilisateur final ait un accès ouvert. C'est comme le service public. Le service public, c'est ouvert à tous pour qu'on paye le moins possible pour accéder au service. Mais un service public de qualité, ça coûte cher.